bon, c'est vraiment un pays magnifique et qui a de beaux paysages, des belles rencontres humaines. Et c'est vrai que c'est quand même une énorme chance d'avoir pu y aller. Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Marie-André, tu rentres d'un très beau voyage en Nouvelle-Zélande organisé par Lidl avec un certain nombre d'éleveurs et de techniciens. Est-ce que tu peux en quelques mots nous dire ce qui t'a le plus marqué sur la façon dont les Néo-Zélandais travaillent avec leurs vaches? Alors oui, j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Zélande avec un groupe de 16 personnes qui était vraiment très varié puisque nous avons pu visiter des exploitations laitières mais aussi ovines et bovines. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, alors, hormis bien sûr la taille du pays et surtout les paysages, c'est la taille des exploitations. C'est vrai que la taille moyenne est de 700 vaches laitières, alors quand on voit que chez nous, dès qu'on passe 100 vaches, on considère que c'est une grosse exploitation. Donc ça, c'était quelque chose qui était pour moi surprenant. Après aussi, sur la production laitière, c'est production 100% à l'herbe, de l'herbe irriguée, et de l'herbe irriguée avec une fertilisation d'azote qui est, je veux dire, 190 unités d'azote minéral, tandis que nous, on est à 170 unités d'azote minéral plus organique. Donc c'était quelque chose qui me surprenait. Et l'irrigation qui est systématique dans la région où on a été dans le Canterbury. Donc voilà, ça m'a surpris. Après, c'est aussi la gestion, et les enjeux sont les mêmes que nous. Il y a le carbone, j'ai vu que c'était un sujet, le sujet carbone. Comment ils traitent le carbone? Qu'est-ce qu'ils ont comme Alors, objectif? le carbone, ils ne le traitent pas de la même façon que nous, ils ne comptabilisent pas le carbone stocké dans les prairies. Donc ça semble être une volonté de leur part. Ils vont aller par des plantations, ils vont sacrifier des pâtures qui sont sur des collines et les replanter en pin. Alors un pin qui s'appelle le pin radiata qui pousse très vite chez eux. Il est originaire d'une autre région du monde où il met 100 ans à pousser et chez eux en 35 ans il peut être exploitable. Donc ils vont planter ces pins. Ça commence quand même un petit peu à grincer dans la mesure où ce sera une monoculture, mais il n'empêche que c'est le choix qu'ils font pour l'instant et ils ont dit même que des grands groupes comme Ikea vont replanter. Ça inquiète un peu. Là-bas, on parle beaucoup de communautés rurales. C'est quelque chose qui revenait souvent et ça inquiète les communautés rurales, ces plantations qui vont enlever de l'activité et de l'emploi. Mais il n'empêche que c'est l'axe qui a été pris par les dirigeants. Donc ils veulent être les meilleurs du monde. Ça, c'est quelque chose qu'on a senti. Pour le carbone, ils veulent être vraiment tout ce qu'il y a. Enfin, on ne pourra pas faire plus qu'eux, quoi. Après, il y a le sujet eau. On a vu que le sujet eau est un sujet aussi très important. Ils font beaucoup d'analyses, étant donné qu'ils fertilisent beaucoup. Ils surveillent l'eau, mais on a vu que ça se passait par les bassins. Ce n'est pas la même réglementation sur tout le pays, ça va être par les bassins. Je crois qu'il y en avait 10-11. Et chacune vont avoir leur politique, mais j'ai senti que c'était un résultat attendu. On n'allait pas forcément leur dire ce qu'il fallait faire par obligation, mais vous devez arriver à telle ou telle chose. Peut-être que c'est juste de la présentation et si ça ne marche pas, ils viendront au réglementaire. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans faire confiance aux agriculteurs, dans un premier d'améliorer. temps, ils responsabilisent les agriculteurs pour arriver à un résultat, quitte à sévir derrière, mais ça pour l'instant, c'est pas dit. Alors, moi, je l'ai ressenti de cette manière-là. Par contre, ils commencent déjà à mettre des mesures en place. Alors, j'en ai retenu quelques-unes. C'est par exemple empêcher les animaux d'aller s'abreuver dans les cours d'eau. Alors, nous aussi, on a cette obligation-là. Mais là-bas, quand on a des espaces de presque milliers d'hectares, c'est très compliqué parce que déjà, c'est des troupeaux immenses qu'il faut abreuver. Et d'un autre côté, c'est des clôtures à faire pour les empêcher d'aller dans les rivières. Mais ça, c'est quelque chose qui a été évoqué. Et quelque chose qui a été évoqué aussi, c'est pour la production laitière, les animaux, il n'y a que le bâtiment où il y a la salle de traite, et c'est soit un roto, il n'y a pas de bâtiment autrement. Et justement, on commence à demander aux producteurs laitiers d'avoir un bâtiment pour abriter les animaux. Donc ce ne sera pas des couchages, ce ne sera pas des logettes qui nous ont dit,
mais un bâtiment qui peut être léger, même en bâche, mais on commence à leur demander d'avoir une solution pour pouvoir abriter leurs animaux. Jusqu'à maintenant, on a compris qu'ils avaient des dérogations parce que pour eux, c'est coûteux quand on a des troupeaux de 700 vaches, ou plus, parce qu'on a vu un troupeau même de 1500 vaches. Mais ça, c'est quelque chose qui avance parce que quand c'est l'hiver, il pleut beaucoup, ils sont dans la gadoue, ça fait aussi... voilà, il peut y avoir aussi ça part à la rivière et tout, donc on voit que ça, et puis le bien-être animal, donc on voit que ça, c'est un sujet qui pour eux commence à émerger. Alors c'est vrai que c'était paradoxal, parce que nous, on est plutôt à dire il faut mettre les animaux dehors, et là-bas, il faut les mettre à l'intérieur, quoi. Donc voilà, on voit que c'est un peu différent. Et autrement, c'était sur les capacités de stockage aussi, j'ai retenu, comme il n'y a que la salle de traite, le roto, ils avaient une obligation d'avoir 4 jours de stockage des eaux de lavage, puisqu'il n'y a rien d'autre, et qu'ils allaient passer à 100 jours. Donc voilà. Donc, 100 jours des eaux de lavage à stocker? Voilà, à stocker. Donc comme nous, on a nos effluents d'élevage, on doit avoir des fosses pour pouvoir... on ne dépend pas toute l'année, nos effluents. Là-bas, ils vont passer de 4 à 100. Donc on voit qu'ils ont des obligations quand même qui avancent, qui sont différentes des nôtres, mais ils ont aussi une réglementation qui avance. Mais voilà, moi ce que j'ai retenu aussi, c'est un pays qui n'a quasiment pas de subventions. Donc ce sera à financer par les agriculteurs, et donc il faudra qu'ils trouvent les moyens pour y arriver. Et autrement, j'ai trouvé que c'était quand même des agriculteurs qui étaient très accueillants, qui étaient très, très fiers de nous montrer leur exploitation, de nous expliquer. On n'avait vraiment pas l'impression d'avoir de filtre, bien sûr qu'il y avait la langue, mais on n'a pas visité que des exploitations, on a été aussi reçus par la Rabobank, on a été par le ministère de l'Agriculture, on a vu la Commission européenne, la personne qui siège en Nouvelle-Zélande, et elle nous a parlé de l'accord de libre-échange. Et ce qu'elle nous en a dit, c'est qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qui a été obtenu. Ils sont même à la limite presque, je dirais vexés ou malheureux, qu'on n'est pas content d'avoir leurs produits, parce qu'eux, ils sont persuadés de bien travailler et d'avoir vraiment des produits de très haute qualité. Et ils sont presque, je dirais, oui, malheureux qu'on ne veuille pas de leurs produits. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, mais nous, on protège aussi nos agriculteurs et notre agriculture. Mais voilà, ils avaient un peu c'est elle qui nous expliquait qu'ils avaient un peu ce ressenti, et que tous les normes qui leur arrivent, comme le carbone, où ils veulent mettre quand même une taxation au carbone, n'est pas forcément très bien vécu quand même des agriculteurs, même si moi j'avais le sentiment qu'on mettait les agriculteurs en acteurs. La base des agriculteurs le voit quand même comme une contrainte, et puis des coûts bien sûr qui leur arrivent. Donc je pense que c'est comme un peu partout, quand on demande des efforts ou de la transition, il faut un temps aussi d'adaptation, et puis voilà. Et un autre sujet qui m'a marqué, c'est les petits veaux laitiers, puisque c'est le sujet aussi dont je m'occupe ici en France. Et là-bas, on sentait un peu de gêne quand on en parlait, mais on a réussi quand même, à force de poser des questions. Certains éleveurs nous en ont un peu parlé. Donc jusqu'à maintenant, ils avaient le droit de les faire partir de leur exploitation laitière à partir de l'âge de 4 jours, mais pas forcément à 4 jours, mais à partir de l'âge de 4 jours. Et certains sont bien sûr les génisses de renouvellement, certains partent pour faire du bœuf à l'herbe, mais la grande majorité partent pour être abattus dans les abattoirs de moutons, puisque c'est des petits animaux, et ils récupèrent la peau, ils récupèrent la viande qui part, ils nous ont dit c'était sur des marchés asiatiques, donc c'est pas du pet food, c'est pour de l'alimentation humaine. Par contre, comme les vélages se passent sur un temps très court, il y a énormément de veaux au même moment. Donc voilà, donc on voit bien que c'est un sujet. Et par contre, depuis, j'ai vu que Fonterra, à partir de juin, oblige les agriculteurs à ne plus faire partir ces veaux pour cette destination-là et à cet âge-là, mais ne donne pas de solution. Donc on a vu que chez eux aussi, le sujet du veau était un sujet qui montait, quoi. Donc le regard aussi de la société sur l'élevage pèse là-bas aussi. D'accord, je dirais qu'on se sent moins seul. Voilà. Très bien. Une petite chose à rajouter? Quel décalage horaire? Alors le décalage horaire pour l'aller, de toute façon c'est 24, on a 12 heures, quoi.
Donc voilà, quand il est 10 heures ici, il est 22 heures là-bas et vice-versa. Le retour, ce que j'ai retenu, c'est quand même qu'on a fait 9 heures d'avion, 6 heures d'escale à Singapour et 14 heures d'avion pour arriver jusqu'à Paris. Donc voilà, c'est très loin, c'est aux antipodes, mais bon, c'est vraiment un pays magnifique et qui a de beaux paysages, des belles rencontres humaines. Et c'est vrai que c'est quand même une énorme chance d'avoir pu y aller. Merci beaucoup Marie-André. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.